Donc, je vais vous présenter l'orateur suivant, qui est, merci Dorian, hein, pardon, pour ta très belle présentation. On va passer à l'orateur suivant, qui est Sylvain Gigant. Donc, Sylvain, a effectué sa thèse en optique quantique et non linéaire sur l'amplification paramétrique d'images en cavité sous la direction de Claude Fabre à l'université Pierre et Marie Curie à l'époque de 2001 à 2004. Puis il est parti en postdoc à l'université de Vienne, où il a travaillé sur de l'optomécanique quantique dans le groupe de Anton Zeilinger, qui est un récent prix Nobel avec Alain Aspect. En 2007, il est devenu maître de conférence à l'ESPCI. Il a commencé à travailler sur ces techniques de façonnage du front d'onde, justement suite à l'article dont on parle aujourd'hui. Et donc, voilà, il nous présentera un peu, j'imagine, certains aspects de son travail liés au contrôle du front d'onde. En 2014, il est devenu professeur à Sorbonne Université et a déménagé au laboratoire LKB de l'ENS, où il a toujours travaillé sur la propagation des ondes en milieu complexe, avec à la fois des applications en imagerie biomédicale, au traitement du signal, et puis à tout ce qui a trait à l'optique quantique dans les milieux complexes. Et donc aujourd'hui, il va nous présenter un peu toute l'impact qu'a pu avoir l'article de Velko-Penmosk dans le champ de l'optique dans les milieux complexes. Et donc voilà, Sylvain, tu as à peu près 25 minutes et je te remercie pour le talk que tu vas nous donner. Merci Alexandre, et vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, parfait. Oui, très bien. Bon, merci Alexandre, et puis merci aussi à Dorian pour sa présentation, donc évidemment sur laquelle je peux me baser. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'impact que ce papier qu'a présenté Dorian a eu pour l'imagerie en milieu diffusant et de différentes techniques un petit peu sœurs qui se sont développées depuis et disons des développements qui ont été faits après cette première expérience. Donc, je veux commencer par m'intéresser ou en tout cas mentionner que je vais beaucoup parler d'imagerie dans les tissus biologiques. Et pourquoi? Parce que c'est une grande question, c'est un grand problème. C'est que les tissus biologiques sont diffusants et difficilement pénétrables pour la lumière. Donc là, vous voyez un close-up de la peau, et donc vous voyez qu'on voit vraiment que la surface, et c'est extrêmement difficile de voir en profondeur. Donc on arrive à avoir une image nette et très propre uniquement sur quelques dizaines de microns. Alors, ce n'est pas vrai de tous les tissus. Donc, dans certains cas, j'ai trouvé cette photo d'une grenouille qui est presque transparente, mais c'est quand même un cas pathologique plutôt qu'habituel, où la lumière peut vraiment pénétrer dans les tissus jusqu'à nous permettre de voir une partie des organes, par exemple. Donc, la raison pour laquelle les tissus sont disons, impénétrables, c'est parce qu'ils sont hétérogènes. Donc, c'est des milieux diffusants, comme le brouillard que montrait tout à l'heure Dorian. Et ça vient du fait que on a des structures qui sont disons avec des indices de réfraction variables, des lipides, de l'eau, etc., à des échelles extrêmement différentes, depuis les échelles vraiment très sublambda, comme voilà, les membranes, le noyau, etc., jusqu'aux échelles cellulaires, voire voilà, les organes, les vaisseaux sanguins, etc. Donc toute cette hétérogénéité fait que la lumière va être diffusée de manière extrêmement complexe, et il y a également de l'absorption, mais on peut montrer qu'en tout cas, dans une fenêtre qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, l'absorption de l'eau, l'absorption de la mélatonine, etc., est beaucoup plus faible que la diffusion, et on a principalement de la diffusion qui domine sur la propagation. Donc c'est ce qu'on voit sur cette image, où on voit que la lumière passe quand même à travers les tissus biologiques, et évidemment principalement dans le rouge. Donc c'est pour ça qu'on voit essentiellement le rouge passer à travers, alors que la lumière derrière est blanche. Alors, on sait rendre les tissus transparents, et j'aimerais mentionner que là, vous voyez un cerveau d'un petit rongeur, et puis on peut en fait, par un traitement chimique assez fort, le rendre totalement transparent en fait faisant de l'index matching, c'est-à-dire en remplaçant disons les indices eau par quelque chose d'indice très proche de l'eau. Malheureusement, c'est extrêmement destructif, donc rendre cet objet transparent, ça ne va pas permettre de faire une observation en particulier in vivo. Donc, ce processus n'est pas accessible dans la grande majorité des cas. Alors, quand on essaye d'imager en profondeur, comme ça a été dit, on a donc diffusion, et le problème, c'est que la lumière non diffusée, elle s'atténue exponentiellement avec la profondeur.
Et donc, en fait, au bout de quelques libres parcours moyens, la lumière est essentiellement diffusée. Donc, une image que j'aime beaucoup, que j'ai piquée à Claude Boccara il y a quelques années, c'est cette image qui dit qu'à 5 cm, si on met 1 watt en entrée, donc de l'ordre de 10 puissance 19 photons, eh bien, on aura seulement un photon balistique par milliard d'années, de par cette atténuation exponentielle. Par contre, on a énormément et on a encore pas mal de lumière diffusée et de photons diffusés à notre disposition. Donc, il y a beaucoup de techniques en imagerie qui permettent quand même d'exploiter cette lumière balistique. Donc, le but, c'est de séparer le peu de photons balistiques sur ce fond diffusé. Et je vais en citer 3. Donc, on peut par exemple faire une porte de cohérence qui permet de sélectionner sur leur temps de parcours et leur cohérence spatiale les quelques photons balistiques. C'est ce qu'on appelle la tomographie de cohérence optique. On peut faire une sélection spatiale, c'est par exemple l'effet d'un trou confocal, donc l'imagerie confocale, ou on peut utiliser des effets non linéaires, par exemple, c'est le cas de la microscopie multiphotonique. Donc toutes ces techniques sont très, très bien développées et ont beaucoup impacté la médecine et la biologie, mais ça marche uniquement tant qu'il reste des photons balistiques, donc seulement pour quelques centaines de microns à l'intérieur des tissus. Donc au-delà, on ne sait pas faire. Alors, si on met toutes ces techniques sur un graphe résolution versus profondeur, eh bien, les acronymes n'ont pas d'importance, mais on voit qu'on a quand même un gros compromis. On a beaucoup de techniques qui ont une bonne résolution, mais qui ne pénètrent pas très profond. On a d'autres techniques qu'on appelle d'imagerie diffuse, où en fait, on peut pénétrer beaucoup plus profond, mais la résolution devient atroce, devient de l'ordre de la profondeur, donc c'est très mauvais. Et donc, l'idée, c'est qu'on aimerait bien avoir une technique qui permet d'aller non seulement en profondeur, mais de garder cette résolution permise par l'optique. Et c'est là que justement le contrôle des ondes et donc ce qu'a présenté Dorian rentre en jeu. Et évidemment, on a appris beaucoup de travaux d'acoustique, en particulier de Mathias Fink et de l'Institut Langevin, qui ont montré que l'équation des ondes était linéaire et réversible par changement du temps. Donc, si on a une source en profondeur ou derrière un milieu même extrêmement compliqué, la source va émettre une impulsion et on peut enregistrer la réponse à cette impulsion sur un certain nombre de détecteurs. Et si on s'est retourné et joué à l'envers avec ces détecteurs qui deviennent des émetteurs, ce qui est possible en acoustique, eh bien, on peut refocaliser spatialement et temporellement et l'onde va se reconcentrer sur la source avec une durée, avec la même durée initiale et avec une taille qui est donnée par la diffraction. Et donc ça, c'est vraiment le travaux pionnier dans les années 90 de laboratoire de Mathias Fink. Alors, en optique, on n'a malheureusement pas ces magnifiques émetteurs-détecteurs que sont les transducteurs, et l'onde va beaucoup trop vite pour qu'on puisse enregistrer le champ directement, mais on a donc ces outils de contrôle de front d'onde que sont les modulateurs spatiaux de lumière. Donc, on a parlé, donc Dorian a déjà introduit les miroirs déformables qui sont très bien pour l'optique adaptative, les SLM, donc qui ont été utilisés dans l'expérience de contrôle de front d'onde, où on a beaucoup plus de pixels et on contrôle la phase uniquement entre 0 et 2 pi. On n'est pas capable de faire des très grandes différences de marche comme en optique adaptative. Et évidemment, les MEMS, qui sont ces dispositifs micro-miroirs, typiquement ceux-là, par exemple, qui sont juste des modulateurs binaires où chaque pixel peut être tourné on-off. Donc ça, c'est pas suffisamment bon et c'est vraiment pour l'optique adaptative. Les cristaux liquides disons, commencent à être intéressants et ça, c'est quelque part toujours un peu émergent parce que c'est pas exactement du contrôle de front d'onde, c'est du contrôle d'intensité, mais on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Alors, un analogue du retournement temporel en optique, ça serait ce qu'on appelle la conjugaison de phase, que j'ai essayé de vous illustrer sur cette image. Donc, si vous avez un point source qui arrive sur un miroir conventionnel, eh bien, ce miroir conventionnel va réfléchir l'onde sans la modifier, donc une onde divergente va rester divergente. Si par contre, on imagine qu'on a un miroir qui est capable de renvoyer l'onde en conjuguant la phase, en changeant le signe de la phase, eh bien, un point source qui va donner une onde divergente va, après réflexion sur un tel miroir, donner une onde convergente qui va refocaliser sur la source, puisque ce qui arrive en premier ressort en dernier avec cette inversion de la phase. Et donc ça serait un miroir qui serait capable de refocaliser sur une source, y compris à travers un milieu complexe, donc où une source va donner quelque chose de très compliqué, un speckle, et ce speckle devrait pouvoir être retourné. Donc le problème, c'est que ça viole un certain nombre de principes physiques, donc on n'a pas de
de systèmes simples qui peuvent faire ça de manière passive. Mais ce qui a été proposé, c'est de faire ça de manière digitale, avec d'une part un modulateur spatial de lumière qui va permettre, un détecteur qui va permettre d'enregistrer un hologramme du speckle avec une onde de référence. Et dans une deuxième étape, cet hologramme va être affiché après un petit traitement sur un modulateur spatial de lumière. Et la même onde de référence en diffusant sur le modulateur spatial de lumière va émettre le conjugué de phase qui va pouvoir se refocaliser. Donc ça, c'est des choses qui ont été proposées et démontrées. Mais le problème de cette approche, c'est que sur le papier, ça marche très bien, mais il faut une source. Et c'est là que le papier de Velkop et Mosk est arrivé en 2007 et a montré que finalement, cette approche qui permettait de refocaliser à travers un milieu diffusant pouvait être fait sans source, avec uniquement un détecteur et avec l'efficacité et l'algorithme qu'a présenté Dorian. Voilà. Donc ça a été vraiment un énorme changement de façon de voir pour l'imagerie dans les milieux diffusants, puisque on montrait que même à travers un milieu extrêmement diffusant, on était capable de manière déterministe d'obtenir une tâche focalisée avec un grand rapport signal-bruit, et évidemment c'est la base de l'imagerie. Alors, ça a été mentionné aussi par Dorian, les tissus sont dynamiques et tout ça, il faut le faire le plus rapidement possible. Et donc, après ces premières expériences où ça a été fait à travers un milieu parfaitement statique, eh bien, il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer de pousser ces techniques d'optimisation à travers des milieux dynamiques. Et donc, là, je vous montre deux exemples déjà de mesures de stabilité de milieu diffusant. Donc là, vous avez une mesure in vivo et ici une mesure ex vivo de la stabilité du speckle. Donc, on corrèle le speckle au cours du temps avec le speckle au temps initial et on voit que cette corrélation décroît et c'est affecté par les différents mouvements du milieu. Alors, sur un milieu in vivo, donc c'était un échantillon très fin, en moins d'une seconde, la décorrélation était très forte. Ex vivo, donc sur des tranches, disons, où il n'y a plus de battement cardiaque ou d'activité biologique très forte, eh bien, on a plusieurs secondes de stabilité, mais ça reste quand même des décorrélations assez rapides par rapport aux vitesses des modulateurs spatiaux de lumière. Donc typiquement, une première question qui s'est posée et qu'on s'est posée nous depuis le début également, c'est est-ce qu'on peut corriger ce front d'onde suffisamment rapidement? Alors, c'est un problème d'ingénierie, c'est plus un problème de physique, mais c'est quand même important pour l'imagerie. Et on a fait ce travail, on n'est pas les seuls, mais on a fait ce travail en particulier en 2017. Donc c'était le travail d'un doctorant, Baptiste Blocher, c'était une collaboration avec Laurent Bourdieu à l'Institut de biologie de l'ENS, où on a pris ce modulateur spatial d'une compagnie qui s'appelle Boston Micro Machines, qui n'a pas énormément de pixels, il en a seulement 1000, mais par contre, il va à 20 kHz, donc c'est extrêmement rapide. Et là, ce que je vous montre ici, c'est un film en temps réel du speckle qui est en train de changer au cours du temps. Et quand le carré vert s'affiche, je suis en train d'optimiser le plus vite possible sur un détecteur qui est placé à cette position-là. Et vous voyez que le speckle, il évolue au cours du temps très vite, il décorrèle très rapidement, mais dès que j'allume la boucle, eh bien, je forme un focus et je peux maintenir ce focus alors que le milieu est dynamique. D'accord? Donc, c'était finalement un projet assez difficile à mettre en place parce qu'il y a énormément d'électronique et de choses à faire le plus vite possible. Mais ça démontre quand même la capacité à travailler à des milieux dynamiques, qui est important. Alors, les expériences de laboratoire typiques, c'est finalement tout simplement un laser, un modulateur de front d'onde et un échantillon diffusant. Et de l'autre côté, on a une caméra. Hein, donc voilà, et ça, c'est assez commun finalement aussi avec les expériences de conjugaison de phase digitale. C'est très proche. Alors, après ce premier papier en 2017, ça nous a motivés dans l'équipe que j'initiais à l'époque à essayer de faire mieux que l'optimisation. Et ça a donné lieu à un travail qui était le travail de thèse de Sébastien Popov, donc à l'époque où nous étions à l'Institut Langevin, également avec Mathias et Geoffroy, à introduire l'approche de la matrice de transmission. Donc la matrice de transmission, c'est ce qui a déjà été présenté par Dorian. Hein. On a un nombre de modes, on a des pixels qu'on contrôle en entrée, et notre système est linéaire, donc peut être décrit
peut être décrit par une fonction linéaire. Donc, si on a des pixels en entrée et des pixels en sortie, le système peut être décrit par une matrice qui lie les pixels d'entrée aux pixels de sortie. Donc ça, c'était connu depuis longtemps, mais ce qu'on a montré au cours de la thèse de Sébastien, c'est qu'on était capable de mesurer cette matrice. Et ça a été le breakthrough, et ça a été vraiment inspiré par ce premier travail de Mosk et Velkop. Donc la façon de mesurer cette matrice, c'est simple, on envoie des patterns sur le SLM, on récupère des patterns sur la caméra, et on doit envoyer en entrée une base de modes, donc plein de patterns différents qui décrivent une base de tous les modes possibles. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelait la base de Hadamard, avec en gros des sauts de phase de 0π entre des combinaisons de pixels. Et de l'autre côté, on mesure le speckle, et l'idée, c'est qu'on doit mesurer plutôt l'amplitude du champ plutôt que l'intensité. Donc, on fait de l'holographie pour mesurer ces speckles en amplitude. Et quand on fait ça, le premier vecteur d'entrée va nous donner un speckle, ça va être la première colonne de la matrice de transmission, et on peut itérer mode par mode, et pour chaque mode, on va mesurer colonne par colonne la matrice de transmission. Alors, quelques minutes plus tard, puisque cette procédure prend un certain temps, donc il faut que le milieu soit fixe, eh bien, on obtient cet objet dans l'ordinateur, la matrice de transmission, qui décrit la propagation de la lumière à travers le milieu diffusant. Et ça, c'est donc la signature du milieu diffusant qu'on peut utiliser tant que le milieu ne change pas. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est se rapporter à cet article fondateur de Velkop et Mosk et montrer qu'on est capable, comme eux, de focaliser, c'est-à-dire de calculer, de trouver le pattern de phase en entrée qui va permettre de focaliser la lumière à travers le milieu. Et c'est donné par une simple fonction qui est, il faut envoyer en entrée le transpose conjugué de la matrice qu'on vient de mesurer H fois le champ qu'on veut en sortie. Donc ça, c'est une conjugaison de phase, donc c'est pas un masque inverse, c'est un masque adapté qui permet de maximiser l'énergie à cet endroit-là. Et en fait, on peut le comprendre soit comme une conjugaison de phase, soit comme une opération de renversement du temps, si on veut faire le lien avec l'acoustique. Et on obtient en fait la même solution que ce qu'on aurait obtenu en faisant une optimisation. Donc voilà un exemple expérimental obtenu pendant la thèse de Sébastien. Donc on a ici une onde plane, et ça c'est le pattern en phase sur le SLM qui permet à travers le milieu de focaliser quand on demande de focaliser au centre de la caméra. Alors, il faut bien se rendre compte que ça, c'est en fait l'exact analogue on a exactement la même solution que l'optimisation. Mais on peut aller plus loin puisqu'on peut effectivement, sans aucune nouvelle mesure, focaliser par exemple en un autre point, en n'importe quel point de sortie, voire faire des choses un petit peu plus compliquées comme focaliser sur plusieurs tâches en sortie. Donc, c'est ça qui montre qu'on est parti de ce papier fondateur sur l'optimisation, mais on a réussi à le pousser plus loin et à avoir une approche un peu plus générale. Alors, un point important, c'est focaliser, ce n'est pas suffisant pour faire de l'imagerie, il faut aussi pouvoir bouger ce point. Et ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire angulaire, qui est proche de l'isoplanétisme en astronomie, par exemple, qui nous dit que si le milieu est suffisamment fin ou qui diffuse vers l'avant, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a une espèce de mémoire entre le speckle en entrée lorsqu'on change l'inclinaison du faisceau incident. Et ça veut dire qu'on est capable de scanner soit un speckle, soit un focus, puisque c'est valable quel que soit le mode d'entrée, si on est capable, en tout cas sur un petit champ autour du focus obtenu. Donc, il y a eu pas mal de travaux qui ont montré au cours de ces différentes années qu'on pouvait observer cet effet dans les tissus biologiques. Alors, l'autre gros travail, c'était de pousser cette approche pour aller non pas à travers un milieu, comme c'était montré dans l'article fondateur de Velkop et Mosk, mais dans un milieu, donc d'avoir une méthode non invasive pour que le focus se trouve en profondeur dans un milieu, à un endroit où on n'est pas capable de mettre une caméra. Et donc ça demande en fait d'utiliser des mécanismes divers et variés qui nous permettraient de concentrer la lumière là avec un algorithme d'optimisation, par exemple. Et donc, il y en a beaucoup qui ont été proposés, comme la génération seconde harmonique, les ultrasons, la photoacoustique, la cohérence, etc. Donc, je ne peux pas les passer tous en revue. Il y a cet article de revue qui en passe énormément en revue et qui reste finalement encore de nos jours assez valable. Ce que je veux vous montrer, c'est quelques exemples, donc certains de mon équipe et d'autres de la littérature, pour essayer de pousser ces techniques de focalisation dans un milieu diffusant en profondeur. Alors, un premier assez récent, c'est
cette approche qui s'appelle Scattering Compensation by Focus Scanning Holographic Aberration Probing. Donc, l'algorithme, c'est F-Sharp, proposé par l'équipe de Benjamin Jurkewicz, qui est à Berlin. Alors, le setup est un petit peu compliqué, mais je ne peux pas vous expliquer, ça prendrait un talk entier de vous expliquer comment ça marche, mais à la fin, ça permet de retrouver la correction à appliquer et de l'appliquer avec un modulateur spatial de manière à focaliser en profondeur. Donc, pour vous montrer un petit peu, voilà le type de fonction d'impulsion ou point spread function avant ou après le milieu quand on ne fait pas de compensation. Vous voyez que dans un plan XY, c'est vraiment un speckle très étendu, et puis en Z, c'est aussi étendu en Z. Et donc, après correction, on peut, par cette méthode, on arrive à trouver la correction à appliquer sur le SLM et on arrive à obtenir une belle tâche de focalisation. Et ça, c'est un exemple qui a été réalisé à travers un échantillon diffusant. Donc là, dans ce cas-là, c'était une souris in vivo et le crâne est assez diffusant. Donc, on l'amincit un petit peu, donc ça reste un peu diffusant, mais il y a de l'effet mémoire. Et donc, on est capable on a envie d'imager les neurones qui sont dans le cerveau, placés derrière l'os du crâne. Et donc là, vous voyez à gauche, avant correction, donc une image pas très nette. Et après correction, on récupère une bien meilleure netteté. Donc là, en fait, vous avez trois plans donnés et vous voyez à chaque fois avant, après correction. Et vous voyez, ça, c'est la correction qui est mise sur le modulateur spatial. Et donc, vous voyez la complexité de la correction qui doit être apportée pour réussir à faire cette imagerie. Et donc, vous notez aussi que non seulement on focalise, mais on est capable d'avoir un petit champ de vue autour grâce à l'effet mémoire. Alors, un autre exemple qui vient plutôt de mon travail, donc c'est un travail qui a été réalisé par Ori Katz et évidemment avec Mathias et François Ramaz, qui était de faire de l'acousto-optique, c'est-à-dire de mesurer une matrice de transmission, mais donc la matrice de transmission, elle ne permet pas d'avoir l'information sur l'intérieur du milieu, mais dans ce cas-là, on venait avec une petite onde acoustique créer un petit foyer acoustique en profondeur dans le tissu, et on marque acoustiquement les photons en les décalant spectralement. Donc, et on va en fait détecter uniquement les photons qui sont décalés de la fréquence des ultrasons. Et ça va nous donner une matrice qui correspond aux photons qui sont passés par ce focus acoustique. Et de cette manière, on arrive à refocaliser la lumière en profondeur dans le milieu et plus seulement à travers le milieu. Voilà, donc c'est toujours un processus linéaire et c'est vraiment basé sur cette approche matricielle. Donc c'est une illustration parmi d'autres de comment coupler acoustique et optique pour faire de l'imagerie en milieu diffusant. Alors, un dernier point que je veux aborder dans les quelques minutes qui me restent, c'est la fluorescence. Et la fluorescence, c'est quelque chose qui nous a occupé, nous, dans notre équipe depuis 4-5 ans, beaucoup, parce que en fait, c'est un signal extrêmement utilisé en microscopie. Donc là, je vous montre un exemple de l'équipe d'Emmanuel Beaurepaire, où ils font de l'imagerie de neurones qui sont marqués par différents marqueurs fluorescents, qui permettent de les distinguer. Et vous voyez que ça donne une information extrêmement riche. Mais par contre, c'est pas un bon signal guide, parce que c'est un signal en fait linéaire, et donc c'est très difficile. Et ça a été montré justement par Velkop et Mosk, qu'on ne pouvait pas focaliser sur un échantillon fluorescent en général. Optimiser la fluorescence linéaire, ça ne marchait pas. Alors, nous, ce qu'on a essayé d'utiliser, c'est le fait que finalement, le speckle d'une source fluorescente, ça reste un speckle, et que si on illumine une source fluorescente à travers un milieu, la source fluorescente va émettre de la lumière qu'on peut capter à la caméra. Et l'idée, c'est que quand on a plusieurs sources fluorescentes, les speckles s'ajoutent en intensité, puisque c'est des sources incohérentes. Et ce qu'on peut montrer, c'est que le contraste diminue. Donc, quelque part, un objet fluorescent incohérent, c'est une somme de speckles en intensité, et le contraste de ce speckle va dépendre du nombre de sources. Donc, petit à petit, la cohérence va diminuer si on ajoute beaucoup de sources ponctuelles, et jusqu'à ce que le contraste diminue totalement. Mais en fait, le contraste diminue assez lentement avec le nombre de sources, en 1 sur racine de n. Et donc, même un objet fluorescent relativement étendu présente encore un petit peu de contraste de speckle, et c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'exploiter. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est un travail donc c'était 12 ans après le premier travail de Mosk, mais ça a été quand même une variation qu'on trouve intéressante, où on a plein de sources incohérentes, et au lieu de regarder la fluorescence totale, on regarde le speckle de fluorescence, et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut focaliser sur une bille unique, même juste avec un feedback linéaire qui est cette fluorescence.
Et l'idée qui a été proposée et mise en place par le doctorant Antoine Boniface, c'est de regarder non pas l'intensité totale, mais la variance de l'image. Parce que la variance du speckle, c'est en fait le produit de deux termes, c'est le contraste fois l'intensité. Et quand on optimise la variance, on optimise ces deux termes en même temps. Donc le contraste, si on essaye de le maximiser, eh bien, en fait, on va minimiser le nombre de cibles sur lesquelles on focalise la lumière. Et en même temps, on maximise l'intensité et donc on maximise l'intensité sur la cible. Voilà, donc quand on a mis ça en place, voilà la fluorescence qu'on observe en réflexion avec quelques billes à travers, et l'intensité augmente, donc c'est exactement le même type d'expérience que ce que vous a montré Dorian, sauf qu'au lieu de regarder l'intensité sur un détecteur, on regarde l'intensité de fluorescence, la variance de l'image sur la caméra en réflexion, et quand on fait ça, ben, on peut montrer qu'on focalise toujours sur une bille unique. Donc c'est une façon, c'est une variation sur ce papier fondateur, où on arrive à montrer qu'on focalise de manière non invasive sur une bille parmi un grand nombre de billes à travers un biodiffusant. Alors, j'ai plus de temps et donc je vais passer la dernière chose. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était juste ça. Je vais juste vous montrer le principe avant de conclure. C'est le fait de dire que, en fait, quand on a plusieurs sources, on peut utiliser aussi le fait qu'elles fluctuent et donc que le speckle qu'on enregistre à la caméra, ça va être une espèce de combinaison linéaire de ces différentes sources en train de fluctuer. Et donc ça nous permet toujours avec une caméra d'enregistrer un film qui dépendent finalement de la position et du temps. Et on va essayer de l'analyser avec des algorithmes qui nous permettent de trouver le speckle qui vient de chaque bille. Et à partir de ça, on peut montrer qu'on est capable de faire de l'imagerie. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que je vois que le temps passe et je veux laisser du temps à Geoffroy et pour les questions. Et donc, je vais juste vous montrer le résultat. Et donc, ça, c'était un résultat où, avec ce principe, on arrivait à reconstruire des objets relativement étendus et relativement compliqués. Donc, en fait, c'est des grains de pollen qui ont été dopés pour être très fluorescents. Et vous voyez ce qu'on retrouve. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de la technique elle-même, mais c'est juste pour vous montrer qu'on est capable de retrouver des objets fluorescents relativement étendus à travers un milieu diffusant. Voilà. J'en ai terminé. J'ai essayé de vous convaincre que les tissus biologiques sont complexes. Donc, c'est des milieux diffusants particulièrement importants. Et cette complexité peut être exploitée, donc aussi bien par l'optimisation, la conjugaison de phase, les approches de matrice de transmission. Et donc, on peut, avec ça, compenser la diffusion et faire de l'imagerie en profondeur. De plus en plus récemment, ces méthodes computationnelles sont importantes et viennent compléter les aspects de contrôle de front d'onde pour faire de l'imagerie. Alors, évidemment, il y a de nombreux challenges pour aller en profondeur. En particulier le fait qu'on, même si on a une technique efficace, on se bat toujours contre des signaux faibles, contre la décorrélation des tissus, etc. Donc, le mot de la fin, ça serait vraiment que, est-ce que ça sera demain dans tous les microscopes et tous les laboratoires de biologie? Pas encore. Il y a des années de travail devant nous. On est plutôt sur toujours des développements de physiciens, mais c'est vraiment l'unique solution pour l'imagerie non invasive à l'échelle cellulaire ou subcellulaire, puisque c'est la seule façon d'obtenir ces résolutions, donc proches de la longueur d'onde ou sub-lambda potentiellement, grâce à l'optique. Voilà, et je veux juste terminer en vous montrant l'image de l'équipe actuelle et remercier tous les membres de l'équipe et les membres passés et nos collaborateurs sur ces domaines. Merci beaucoup.